Bonjour Tom. Bonjour. Jean-Dominique Leduc. Merci beaucoup de passer à ce micro. Comment se passe ton festival d'Angoulême? Là, on en est à la dernière journée. Alors, dans les grandes lignes, comment ça s'est passé? C'est ta première visite? Première visite, oui. C'est très rare que je m'en vais en Europe en plus de ça. Fait que c'est seulement ma deuxième fois en Europe. Et c'est malade mental, là, vraiment. Là, j'aurais pas pu imaginer un festival de cette envergure-là, malgré tout ce qu'on te raconte. Là, c'est vraiment impressionnant. Oui, il faut le vivre pour le croire. Il faut le vivre un peu pour le croire, c'est vrai. Là, puis c'est... malgré un peu, il y a une certaine fatigue, je dirais, parce qu'il y a énormément de monde, puis c'est trillant, mais en même temps, des fois, ça peut être un peu comme, OK, là, j'ai besoin de mon espace, là. Est-ce que c'est vertigineux pour toi, à certains moments, même? Il y a eu des moments que oui, parce que c'est surtout que, il y a quelque chose d'un petit peu... presque un peu mystique là, avec la bande dessinée française pour moi, parce que c'est avec la bande dessinée que j'ai grandi. C'est cette bande dessinée-là avec laquelle j'ai grandi. Fait que de voir que ces auteurs-là existent, alors, c'est drôle à dire, là, mais c'est de voir à quel point c'est comme, mon Dieu, que le monde est tellement plus grand que ce que je pensais. Mais t'en as-tu croisé certains en vrai? Pas encore. C'est plus que tu les vois un peu au loin, mais en même temps, tu vois à quel point comme ils ont cette grandeur-là. Mais eux autres, ils ont une pratique, quand ils font ça tout le temps, puis il y a un festival pour chaque ville en France, presque. Ben oui, c'est ça. Nous autres, on a juste Gatineau, Québec, puis Montréal, puis Prévost. Ben c'est ça, je me rends compte à quel point, c'est quelque chose que tu réalises, là, évidemment, là, le monde de la bande dessinée à l'extérieur du Québec, mais je me rends compte à quel point j'étais juste dans le monde du Québec. Ce qui est cool, j'adore. C'est mon monde préféré, j'adore le monde de la BD québécoise, mais... Ouais, tu te rends compte de ce petit univers, tu sais. Et c'est comment d'exister comme auteur à travers ce bassin-là de créatrices et de créateurs? Parce que c'est ça aussi le Festival d'Angoulême, c'est que tout le monde y converge, tout le monde y va. Donc tout à coup, comme auteur, ben tu croises un Louis Strondem ou tu croises un David B. ou tu croises peu importe qui, c'est quand même incroyable. Est-ce que... Comment on se prépare à ça? Comment tu t'es préparé pour ton premier festival d'Angoulême? Je me suis pas préparé. Non, mais je veux dire, tu finis par... au début, tu as un certain vertige, comme je disais, là, ce petit côté de distance, là. Mais en même temps, tu finis par te rendre compte, OK, c'est vraiment du monde comme toi puis moi, puis c'est vraiment, on fait le même métier, de manière très différente, évidemment, là, puis avec un succès très différent, évidemment, là. Mais tu te rends compte au fur et à mesure à quel point, OK, vraiment du monde normal, là. Puis c'est le fun de te dire, OK, je fais partie de ce monde-là, je fais partie du pavillon de l'Espagne, je fais partie de ce monde français, je fais partie du monde québécois, OK, tout le même monde de BD, là. Il y a l'aspect familial aussi chez Pow. D'ailleurs, vous avez un très beau kiosque, bien situé où on peut circuler. Oui. Et on sent vraiment un esprit de corps, les autrices, les auteurs, avec Chloé qui est là pour tenir le kiosque. On sent que vous êtes capable, vous êtes en mesure de défendre vos propres albums, mais ceux des collègues. Oui. Il y a vraiment... Il se passe quelque chose. Tu vois, moi, ma dernière visite à Angoulême remonte à 2012 et il n'y avait pas un kiosque de cette ampleur-là. D'ailleurs, je me demande, je pense que Luc n'avait pas encore de kiosque en 2012. Ça serait à vérifier. Oui, je pas pense le souvenir. Ils m'ont dit que ça faisait 8 ans. Fait que, OK, donc c'est ça. Oui, c'est ça. Et là, quand même, c'est imposant. Là. Oui, c'est un gros kiosque, là, mais c'est tellement le fun. Par rapport. C'est tellement le fun comme maison d'édition, puis parce que le monde est le fun, les œuvres sont le fun, puis c'est ça, comme tu dis, c'est génial d'être capable de le partager. Heureusement que ton éditeur, Luc Bossé, est un éditeur qui a une vision et qui a une très grande ouverture et une sensibilité au talent, parce que ce que tu fais comme bande dessinée... C'est très rare. Dans l'histoire du Québec, et je m'explique, c'est que tes 3 premiers albums, dont ton plus récent, Botanica, Drama, sont sans texte. Alors, c'est de la pantomime. Oui. Bon. Il y a... souvent, les gens qui ne comprennent pas la bande dessinée ou qui savent pas vraiment comment bien lire une bande dessinée vont se dire « Ah ouais, mais il n'y a pas de texte, ça se lit vite. » Alors qu'au contraire, tous les clés de compréhension sont dans l'écriture dessinée. Oui. Et toi, en plus, tu proposes une espèce d'univers... vraiment, tes 3 albums, un univers cohérent.
Mais il faut prendre le temps d'entrer dans cet univers-là parce que tout à coup, il est géré par ses propres codes. Et je trouve ça très, très audacieux de la part de ton éditeur. Et heureusement, parce que tes albums sont passionnants à lire. Je trouve ça éminemment rafraîchissant, tout en étant conscient que c'est énormément de travail faire des albums comme ça, non? Oui, c'est énormément de travail. Merci beaucoup, merci énormément. Là. Oui, c'est du travail, mais en même temps, je veux dire, au départ, j'avais réalisé ma première bande dessinée 7 qui est sortie en 2017. Au départ, il était censé avoir du texte. C'était mon but de faire un univers avec du texte. Et la toute première scène, par contre, est muette. Et la deuxième scène était censée avoir du texte. Puis plus je la faisais, plus je me disais que ça marche pas. Là, les personnages en disaient déjà assez, entre guillemets, sans avoir... sans user de mots. En fait, c'est carrément ma mère. J'ai montré mes planches, puis elle fait juste « enlève le texte ». Puis là, j'ai fait comme, attends un peu, là, comment ça marcherait? Puis là, je suis revenu à des vieilles références de quand j'étais jeune, parce que mes parents m'ont introduit aux films muets, les vieux films muets. J'avais une collection de Charlie Chaplin, des courts-métrages de Charlie Chaplin. Ah oui? Est-ce que tu as vu aussi du Buster Keaton? Oui, ben oui, un petit peu plus tard. Okay. Ça a vraiment été Chaplin, le départ. OK. Puis, mais on parle de Chaplin. Moi, je jouais les frères Fletcher. Puis du texte à Avery dans tes affaires. Oui, Fletcher, lui aussi, est venu après Chaplin, mais ça fait quand même partie de toute cette... Papa, on comprend rien qu'est-ce qu'il dit jamais dans ses... Benny Book non plus, là. C'est quand même incroyable qu'un gars de ton âge ait ces références-là. Mais parce que c'est le fun. Mais j'ai toujours aimé le cartoon. Mais ça, c'est une autre affaire. Pourquoi pour moi, c'est plus le fun. C'est du travail, mais c'est plus le fun de faire du muet. Parce que ça vient un petit peu avec cette école-là du cartoon avec laquelle j'ai grandi. J'adore ces vieux... Ben c'est ça, les vieux Fletcher, surtout les vieux Looney Tunes, évidemment les Wile E. Coyote puis des Roadrunner. C'est les tops. Oui, les bip-bip, là, c'est ça. Parce que c'est très cinématographique dans ton approche, puis c'est ça qui était intéressant. Puis c'est comme tu poursuis une tradition qui a débuté, ça fait 100 ans. Là. Fait que il y a quelque chose là-dedans que c'est un héritage, c'est quelque chose que tu poursuis, qui peut sembler que les gens n'ont jamais vu ça, mais là-dedans, tu vois que tu as des racines solides dans l'histoire du cinéma d'animation. Puis ça, c'est du cinéma. Je ne savais pas que c'était Charlie Chaplin aussi, mais tu sais, j'aurais presque à dire Buster Keaton. Buster Keaton, il est vraiment... Ouais, c'est un top, là. Vraiment. Ah oui, ben c'est important, là. C'est sûr. Puis de réécouter aujourd'hui du Buster Keaton, on se demande, mais comment il faisait? La fameuse séquence où la devanture de la maison tombe. C'est ça. Et lui, il demeure debout. Un centimètre à gauche, 1 centimètre à droite. C'est fini. Mais ils ont écrasé 3 gars avant. Hein? mais donc, ma question est la suivante. Là, tu arrives à Angoulême et tu dédicaces. Et là, il y a le public français, il y a le public, les voyageurs qui arrivent au kiosque de Pare-Pare. D'ailleurs, j'ai vu une femme feuilleter ton album. J'ai essayé de faire ma petite contribution en faisant mon travail d'ancien libraire, mais... Et comment le public réagit justement à ton travail? Bien, je veux dire, c'est pas très différent qu'au Québec, je dois dire. Là. Il y a une curiosité, puis je veux pas dire que j'ai de la misère à lire vraiment, tu sais, quand les gens ont comme une certaine méfiance peut-être par rapport à la bande dessinée muette, mais de ce que je retiens principalement, c'est la curiosité. C'est comme, c'est muet, c'est cartoon, c'est ça qui attire. Il y a quelque chose qui attire quelque chose là-dedans. Et aussi, c'est une proposition tellement franche, tellement frontale aussi ton travail que dès qu'on ouvre un de tes albums, on est complètement ailleurs. On se pose pas la question. Merci. Il n'y a pas d'hésitation. Tu nous transportes complètement ailleurs. Et moi, pour celles et ceux qui sont toujours un peu réticents à la bande dessinée muette ou quand il n'y a pas beaucoup de texte, je prends l'exemple de S'enfuir de Guy Delisle. Mais Guy Delisle, justement. Tu te rappelles, Guy Delisle, il a fait 2 albums à l'association qui étaient juste des séquences narratives. Ben oui, Louis Ouski, Aline. Puis il y a beaucoup de liens avec l'amour du cinéma de Guy Delisle dans son dernier, puis le travail de Tom. Fait que pour moi, c'est des cousins. Il y a quelque chose qui les unit dans la recherche d'un langage narratif. Mais ce qui est bien dans le cas de Tom, c'est que tu as commencé ta carrière avec la bande dessinée muette. Alors que tu vois, Guy Delisle, les gens qui l'ont découvert avec Chronique de Jérusalem, principalement,
Quand ils sont arrivés avec l'album S'enfuir, il y a beaucoup de lectrices, lecteurs qui ont un malaise, parce que là, tout à coup, ils trouvaient que ça se lisait en 15 minutes, alors que S'enfuir, si tu lis ça en 15 minutes, tu le lis pas, tu tournes les pages. On s'entend là-dessus. Ouais. Alors que là, toi, d'entrée de jeu, tu es introduit au lectorat par ce type de bande dessinée-là. Ouais. Donc, et là, ton prochain album avec Alexandre Fontaine-Rousseau... Oui, lui, il va avoir du texte. Il y aura du texte. Mm-hmm. Et ma question est la suivante. Oui. C'est comment, tout à coup, de réintégrer cette portion-là dans ton travail? C'est un défi. C'est vraiment un défi parce que tu parlais de la difficulté, justement, de faire de la bande dessinée sans texte, mais pour moi, il y a une certaine difficulté de faire de la BD avec texte. C'est intéressant. Parce que c'est tellement devenu, ma manière de parler, entre guillemets, pour pas faire de mauvais jeu de mots, là. Mais, c'est ça, je pense que j'ai trouvé ma voie, avec la bande dessinée muette. Mais avec Alexandre, c'est qu'il est très le fun. Oui. Il est vraiment le fun à dessiner. Ses textes sont le fun à dessiner. Parce que, corrige-moi si je me trompe, mais je trouve que dans le travail de prose d'Alexandre, c'est déjà très imagé. Oui, c'est excessivement imagé. Voilà. Oui, il y a énormément de personnalité dans les dialogues. Tu es capable de reconnaître chaque personnage par son dialogue. Puis ça fait en sorte que le dessin est encore plus le fun à représenter. Sauf qu'il faut que tu penses tes cases différemment, ta composition. Alors, il faut que tu réfléchisses à ta composition parce qu'il faut que tu intègres du texte. Oui, vraiment, vraiment. Ben, je dois dire, par contre, Alexandre... Ce qui est le fun avec Alexandre, c'est qu'il choisit ses auteurs, ses dessinateurs par rapport à l'histoire qu'il veut raconter. Fait que, pour cette histoire-là, il m'a dit, je veux mettre de l'espace. Je veux faire respirer, je veux qu'il y ait des moments de silence. Puis d'ailleurs, pas pour faire un gros spoiler, mais ça commence avec une scène sans texte. Et c'est de même que l'histoire commence. Et il y a cette... Comment dire ça? Il y a cet amour-là de ces dessinateurs, puis de vouloir raconter des histoires complètement différemment, de raconter de nouvelles histoires, qui est tellement le fun chez lui, que ça te donne le goût de dire, OK, non, je vais le mettre à 100% là, dans ce projet-là. Là. Puis ça me demande énormément de travail, de comme repenser, OK, comment je fais les cases. Puis c'est grisant pour ça, parce que c'est pour ça que j'ai fait de la bande dessinée muette, parce que c'est un défi, puis c'est le fun d'avoir chaque histoire être un nouveau défi. Seth a été un défi, Casa a été un défi, puis Botanica aussi. Puis là, j'ai un nouveau défi. Puis je vais y retourner au monde muet, là, parce que c'est mon bébé. Là. Mais c'est le fun d'avoir ces nouveaux projets-là qui te permettent justement d'explorer de nouvelles avenues, puis de te connaître un petit peu mieux en tant qu'artiste. Oui, parce que justement, ça enrichit. Oui. Ça enrichit ta démarche. Oui, c'est ça, parce que ça, c'est un truc que je dirais qui est le truc le plus fun pour moi, c'est la nouvelle manière que je peux prendre maintenant pour faire acter les personnages. Vu qu'ils parlent, ils vont acter de manière différente que s'ils étaient muets. C'est mine de rien, c'est quand même différent de la manière qu'un personnage muet va acter qu'un personnage qui parle. Oui, parce que le corps... Oui. Et là, on tombe vraiment dans de la direction d'acteur, littéralement. Oui, même si on est dans un album de papier, puis on est dans le dessin. Exact. Oui, tout à coup, la direction d'acteur est très différente. Oui. Mais dans les films d'animation, les animateurs, il y avait des miroirs, puis ils se regardaient quand ils faisaient des expressions. Parce qu'il y a du acting aussi, surtout dans Pantomime. Là. Tu sais, c'est des faces, il fallait être contorsionné. Mais je vais te dire, moi, je te confirme, du texte, c'est tout le temps un défi. Oui. Moi, je trouve ça tout le temps un défi parce que, comme toi, moi, j'adore, j'ai fait plusieurs séquences non verbales, pas de texte. Puis j'adore ça. Il y a quelque chose qui ramène au cinéma vraiment une pureté. Oui. Mais le texte, c'est d'autres choses. C'est comme là, c'est plus des gens qui parlent, on dirait que c'est plus de la télévision, un drame avec les gens, des acteurs. Fait que c'est une autre discipline, mais c'est le fun aussi. Oh, oui, tout est le fun les deux sont le fun, oui. Tout est le fun là-dedans, là, vraiment. Là. Puis c'est ça. J'y vais vraiment comme en mode d'exploration, puis de juste une nouvelle découverte. C'est toujours un réel bonheur de te lire. Oh, et la première fois que j'ai lu ton travail, moi, je suis un grand fan de Sergio Aragonés qui est à Mad Magazine depuis 60 ans et qui fait beaucoup, beaucoup de pantomime. Il fait aussi des bandes dessinées verbales, notamment avec sa série Gru, là, son espèce de Conan raté. Mais quand je t'ai lu, j'ai trouvé que tout de suite, tu avais une efficacité. Puis je me disais que, voilà, on est
On est quelque part dans l'univers des grands de ce monde-là, dont Sergio Aragonés. Donc, bravo. C'est toujours un plaisir renouvelé. J'ai vu quelques planches du prochain projet parce que j'ai mes entrées là, auprès d'un certain scénariste qui m'a montré ça. Et c'est vraiment beau. Merci. Impatient de vous lire. Puis moi, je voudrais dire que j'ai lu toutes tes 100 paroles, puis je trouve que tu as fait une belle évolution. Puis ton dernier, c'est vraiment ton meilleur. Merci énormément. Tu es tout le temps en croissance, puis... parce que c'est un défi de se renouveler, parce que tu peux te répéter, mais le dernier, c'était vraiment délicieux. Tu as vraiment réussi quelque chose. Bravo. Merci énormément. Et la beauté de la pantomime, c'est que c'est universel. Donc, je veux dire, en même temps, d'être dans un festival international à l'autre bout du monde... c'est pour ça que je trouve ça le fun. C'est pas si différent que ça que des lecteurs que je reçois au Québec. Fait que il y a comme... ce même genre d'engouement-là, ce même genre de discussion que je peux avoir avec d'autres personnes. C'est toujours un gros plaisir de rencontrer les gens curieux. Tom, on te souhaite une bonne fin de festival. Il te reste une séance de dédicace, je crois, avant la fin. Alors, bon dernier droit. Merci énormément. Et au plaisir. Au plaisir. À bientôt. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre notre couverture du Festival Angoulême édition 2025, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca/tribune au pluriel, /catégorie au pluriel, /Angoulême-2025. Certes, c'est long, mais ça vaut le coup.